Salut Romain, Salut Julien. merci à toi d'avoir réaccepté ma demande d'interview 3 ans plus tard. Eh ben, merci à toi pour la réinvitation, toujours un plaisir. J'ai écouté la plupart des anciens podcasts, etc. Donc très content de remettre le pied à l'étrier, comme on dit, sur un nouvel épisode. Super, super. À l'époque, tu n'avais pas répondu encore à la question sur ta définition de la performance parce qu'elle n'existait pas. Est-ce que maintenant tu peux nous donner alors un peu voilà, ta vision personnelle de la performance? Ouais, alors je vais pas faire de folie. Je vais prendre, enfin moi j'ai une définition qui est peut-être très, je dirais scientifique, etc. Je dirais que c'est petit peu l'efficacité, le degré peut-être d'efficacité dans lequel on réalise une tâche ou une activité. Euh, pour moi, c'est vraiment une mesure de qualité ou de productivité dans plein de contextes. Et en fait, la perf, pour moi, s'applique dans différents domaines. Ça peut être la perf individuelle, comment une personne, tu vois, accomplit une tâche par rapport à ses propres compétences, les efforts qu'il met, ses ressources. Donc on l'a vu forcément, les JO, ça a été des perfs individuels, etc. Il y a la perf aussi, ce que j'appelle plutôt collectif ou organisationnel. Ça, je l'ai beaucoup vécu, on en reparlera, mais voilà, dans l'organisation du, euh, du 10e symposium international sur la cheville aussi. Puis après, il y a des perfs, moi qui fais de la musique, tu vois, on parle souvent aussi de perf musicale, ces choses-là, ou perf artistique, voilà, donc en fait, ça s'applique. Donc je dirais, ouais, l'expression de la qualité, de l'efficacité avec lequel, tu vois, une personne réalise ça. Je dirais ça. Évaluer selon après des critères qui sont spécifiques. On parle, tu vois, de Key Performance Indicator en anglais ou euh, ici, bah, c'est à peu près ça. Quels critères on met pour dire que la perf ou la tâche est réussie et si elle est réussie dans un temps donné ou dans un minimum de temps, eh ben on peut dire que ouais, c'est une perf. Voilà, Mm, je dirais ça. Top, top. On avait sorti l'épisode en juillet 2021. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en résumé qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ce temps-là? Ouais, 2021, donc ouais, on est fin 2024, beaucoup de choses. Comme tu te doutes, forcément, il y a eu la continuité de la thèse, dont on va beaucoup discuter un petit peu aujourd'hui. Donc avec les travaux qui sont continués, les études et les différentes parties. Ça a été première chose. Il y a eu pour moi après sur la partie clinique un peu plus, un peu moins, enfin un peu plus de membrane, genou, hanche, etc. Et un peu moins pied-cheville. C'était ma volonté aussi d'avoir plutôt une approche pied-cheville sur du consulting ou sur des cas un peu précis, complexes, etc. qui m'ont fait beaucoup, qui m'ont beaucoup challengé, mais aussi fait beaucoup progresser. Puis après aussi beaucoup dézoomé sur d'autres pathos. Donc je dirais ça au niveau clinique. La chance de voyager de plus en plus, à la fois pour faire des formations maintenant, puisque j'ai créé ma formation un peu à l'international, que j'ai pu donner voilà sur les dernières années. Des invitations forcément en congrès qui ont augmenté, qui permettent, on en rediscutera sur comment construire son haut niveau, mais de créer ton propre réseau aussi. Et puis en fait de se rendre compte que tu sois en Australie, en Angleterre ou ici, qu'on a au final les mêmes envies, puis aussi les mêmes barrières sur plein d'aspects dans la réduc et aussi dans la construction de la prep, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi, en fait, de s'expatrier aussi un peu en dehors pour voir ça. Et puis l'organisation, comme je le disais, du congrès, voilà, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Donc, je te dirais un petit peu de tout ça qui m'a animé, ouais, ces trois dernières années, ouais. Ouais, top, top. Et alors pour revenir sur ta thèse que tu as lancée en 2020 sur la force et la fonction des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied, avec un intérêt pour la performance sportive, tu es supervisé par Jean-Benoît Morin, Pascal Edouard et François Fourchet. Est-ce que tu peux nous dire
maintenant, donc on est à fin septembre 2024, où tu en es? On est dans l'écriture, donc du manuscrit, c'est-à-dire que pour faire très simple, ma thèse a s'intéressé au rôle de la force des articulations métatarso-phalangiennes Mmh. sur en fait la perf générale et la production et transmission de force au sol chez l'athlète. Donc quand on parle de production et transmission, c'est que dans des tâches explosives. Donc j'ai évalué l'accélération et les différentes phases de l'accélération. J'ai évalué ce qu'on appelle la vitesse max. J'ai évalué les changements de direction à 90 degrés à haute intensité et après les sauts verticaux et horizontaux. Et donc, par rapport à cette thématique-là, la première partie de la thèse, c'était en fait, on parle de force, tu vois, des articulations MTP, mais c'est aujourd'hui, il n'y a pas de gold standard, c'est-à-dire il n'y a pas une méthode d'évaluation qui fait référence dans la littérature. Tout le monde, en fait, a un peu son outil. Et nous, on a essayé de piquer un peu des idées dans le monde entier de différents chercheurs pour en fait créer notre propre ergomètre. Alors c'est ce que j'en parlais, créé au départ en Moa avec mon père, etc. Mis un microfait dessus, changé la plaque, voilà, un truc un peu à l'ancienne. Et puis ça, en fait, on l'a redéveloppé, on l'a envoyé dans une entreprise qui l'a, on va dire, mieux construit, mieux bâti, soit plus solide, etc. Et puis on a mis un capteur de force 3D dessus pour avoir en fait la force, ce que j'appelle pushing, c'est-à-dire la force de poussée verticale. Et puis forcément, quand on fléchit les orteils, je peux avoir du grip, le fait d'avoir de la force en fait qui est appliquée horizontalement, si tu veux, sur le capteur. Et puis la force totale, c'est la somme des deux. Il y a pas beaucoup de médiolatéral. Alors il y a des gens où tu sais les orteils tournent un peu, donc tu peux avoir du médiolate, mais les deux gros vecteurs, c'est ça. Et donc en fait cet appareil-là, c'était la première partie de la thèse, c'était de regarder sa précision, donc sa reproductibilité, sa reproductibilité, pardon, sa précision, sa variation au cours du temps. Donc ça c'était première partie de validation un peu de l'outil, tu vois, donc étude très méthodo. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième partie, c'était d'utiliser cet outil-là, donc qui nous donnait en fait une capacité de force musculaire maximale des MTP, et ensuite de faire passer sur un groupe d'athlètes qu'on a appelé haut niveau, c'est-à-dire niveau national. Donc on a pris 5 sports: rugby, sprint, basketball, hand et foot. Et là, on a eu la chance de collaborer avec pas mal de clubs autour de Saint-Étienne, puis même pas que autour de Saint-Étienne, tu vois, il y a mon collègue et pote Lucas Grandjac qui a accepté de passer avec ces gars de Grenoble à l'époque. C'est Rugby Pat de Grenoble. Donc c'était la deuxième partie où en fait on évaluait la force des MTP, plus d'autres paramètres plutôt de posture et de morphologie du pied, de déformation, type foot posture index, naviculaire drop, arch 8 ratio, ces choses-là, foot mobility magnitude, qui sont plutôt comment ton pied se déforme un peu passivement, c'est des équations après. Et après, on a fait justement ces tâches-là que je t'ai dit, c'est-à-dire faire accélérer les gars sur plateforme en décalant en fait les départs pour avoir les différentes phases de l'axel. Faire des sauts verticaux, sauts horizontaux, la Vmax et les cuttings. C'est énorme. Donc ça, c'était grâce en fait à l'environnement de Saint-Étienne. Pour ceux qui connaissent pas, le labo de Saint-Étienne a la chance d'avoir 6 mètres de plateforme de force 3D incrustée dans le sol. Donc on en reparlera des plateformes, mais voilà, c'est un truc que j'ai poncé en long, en large et en travers, parce que il n'y a pas ForceDesk où il n'y a pas le logiciel qui te calcule tout sur des plateformes comme ça. Donc tu récoltes le signal brut, comme on dit. Donc c'est des tableaux Excel à vomir avec plein de colonnes, plein de choses, avec plein de trucs où que des chiffres que tu comprends rien. Et faut en sortir après des courbes, des données, etc. Donc c'est pour ça que voilà, l'approche cinétique est quelque chose qui, par le biais de ma thèse, forcément a dû m'intéresser.
Parce que je trouve ça passionnant aussi. On en reparlera de l'intérêt de pouvoir récolter de la production de force au sol. Et donc, ben voilà, ça m'est amélioré aussi sur ce paramètre-là. Et donc, on a eu la chance de passer 62 mecs en 1 an et demi. C'était des grosses études aussi d'organisation, tu vois, pour les clubs, de sortir les gars des clubs, de les amener au labo, par le fait que voilà, c'est une collab qu'on a appelée Science et Pairs. Et l'acceptation en fait de ce projet-là, c'est les données qu'on récoltait, de les envoyer au club pour qu'ensuite il y ait des choses qui se passent aussi. Ça, c'était le contrat, forcément. Donc, c'était un contrat hors thèse, tu vois, c'est-à-dire du travail derrière pour moi, de faire, tu vois, un des résumé dashboards ou un résumé pour chaque gars, etc. Donc ça, mais c'était top. Franchement, c'était top aussi de faire ça. Et donc cette étude, elle est parue dans le journal Sport Science, je crois en mars 2024. Et globalement, ce qu'on montre dans cette étude, donc c'est une étude qu'on appelle de corrélation, d'association. C'est-à-dire, on a évalué les gars 2 fois, mais il y avait une séance de familiarisation, puis on a regardé. Donc en fait, c'est un moment, ce qu'on appelle un instant T, de voir si l'idée c'était est-ce que les gens qui ont le plus de force des orteils, tu vois, en gros produisent ou transmettent ou les deux mieux la force au sol dans les tâches que je t'ai citées, si tu veux. Et ce qu'on a montré, c'est que le plus gros lien qu'il y avait entre la force des MTP et la production et transmission de force au sol, c'était à Vmax. Quand on dit Vmax, en fait, c'est que on a mis un départ à 30 mètres avant les plateformes. Donc, en fait, t'arrivais aux plateformes où t'avais déjà sprinté 30 mètres. Donc, c'était en fait de 30 à 36 mètres. Et on récoltait la force ici. Et donc, le plus gros lien qu'on a montré, c'est que cette force des MTP était associée avec la production de force verticale, avec une plus grosse production de force verticale. On sait que quand t'arrives à Vmax ou quand t'es à haute vitesse, eh ben, entre guillemets, le vecteur vertical devient ton critère de perf. On parle beaucoup de l'horizontale, forcément sur l'axial, etc. Mais tu arrives sur une posture érigée, tu arrives dans une chose où tu dois conserver en fait ta vitesse et donc tu rentres dans ce qu'on appelle un steady state locomotion en anglais, donc une locomotion à vitesse constante. Alors tu peux l'avoir à 12 km/h comme à 34, hein, forcément. Et donc comme tu es une posture érigée, il y a justement, tu vois, un rôle pied-cheville qui est beaucoup plus important et en fait une production par l'avant-pied qui devient pertinente, si tu veux. Putain, c'est ouf. Et donc c'est ce gros lien-là, force des MTP et production à vitesse max. Donc en fait, ça donne du sens un peu tu vois, les coachs d'athlètes, c'est les premiers qui ont répondu quand on a sorti l'article, etc. JB, on a discuté beaucoup parce que lui aussi a eu beaucoup de feedback là-dessus. Et tu vois, les mecs, ils disaient avoir du pied, vitesse, tu vois, pour de la vitesse, etc. Entre guillemets, on a montré que, ouais, la force de l'avant-pied, tu vois, avait du lien là-dessus. Sur la Vmax. Sur la Vmax. Et comme on a évalué d'autres groupes musculaires, donc le mollet et le quadri, alors oui, on sait la grosse limite, enfin c'est pas une grosse, c'est une limite de l'étude, c'est pas une grosse, c'est une limite. Oui, on n'a pas les extenseurs de hanches, les ischios, tu vois, grand fessier, puisque là, ça aurait été top aussi de voir ça. Mais sur l'axel, on a montré que la force du mollet et la force du quad, c'était les gens qui globalement étaient plus performants sur les temps en sprint. Alors là, je parle pas de production de transmission de force, ça. Là, sur la perf en axel. Et puis, forcément, quadriceps et sauts verticaux. La force du quadri et la performance en sauts verticaux aussi. Mais ça a été beaucoup démontré sur d'autres études. Donc, on a, entre guillemets, encore validé ça. Donc ça, c'était l'étude de corrélation, si tu veux. Et la dernière étude, c'était de se dire, t'as montré une association
entre la force de l'avant-pied et des paramètres de cinétique. Et après, première partie, c'est études interventionnelles et c'est contrôler randomisé, donc prendre des athlètes toujours dans les sports que je t'ai cités et leur appliquer un protocole de renfort de l'avant-pied. C'est ouf. Pour améliorer ses paramètres de propulsion. Et donc là, c'était l'idée, c'est est-ce que en fait tu peux améliorer la force de l'avant-pied par un protocole? Est-ce que tu peux créer de l'hypertrophie de la force des muscles du pied? Ouais. Donc extrinsèque extrinsèque fléchisseur et intrinsèque muscle intrinsèque. Et 2, est-ce que ces gains-là, en fait, changent après ta production et transmission de force au sol? Et non. Donc c'était une thèse en fait en 3 parties, de la méthodo, de la corrélation, de l'interventionnel. Donc c'est au niveau méthodo et design, il y a du lien un petit peu, tu vois, sur les 3 parties pour clore un petit peu la boucle de la question que je t'ai citée au début. Et donc sur cette étude, elle s'est terminée en juin, ça a duré 1 an et demi, donc il y a eu tu vois, vraiment à cheval entre les 2 projets. On s'est pas vraiment arrêté. Et là, on a passé 30 personnes. Donc 2 groupes de 15 et puis il y a 2 personnes qui ont droppé, donc ça fait 2 groupes de 14. Un groupe qui fait pendant 8 semaines un protocole de renfort du pied. Et sur les paramètres de protocole de renfort du pied, c'est là l'innovation pour moi de l'étude. Et en fait, c'est l'innovation que les gens nous entendent parler en formation, etc. C'est ce fameux renfort du pied 2.0, etc. Donc, c'est les paramètres qu'on a discutés dans ton premier épisode, si tu veux, avec un protocole en fait innovant puisque tous les exos n'existent pas dans la littérature. Il y a du calcul du volume, de l'intensité, il y a du tension. En fait, j'ai construit ce protocole comme ça parce que c'est comme ça que je fais dans la vraie vie et parce que c'était ce dont je crois aujourd'hui est la meilleure stratégie pour améliorer les choses. Donc 2 séances par semaine, une séance en salle de gym, une séance à la maison pour aussi que ça puisse coller un peu à la vraie vie, tu vois. Tu peux faire une séance un peu supervisée où tu peux avoir du matériel lourd. Et puis à la maison, tu vois, 2 bouquins pour faire un footbridge. On a donné des Complex, on a un partenariat avec Complex pour donner des électrostimes. Donc c'était nos méthodes. Et c'est ce qu'on donne, en fait. Moi, c'est ce que j'évoque avec mes athlètes. Si t'as rien et que t'es dans un hôtel avant une compète ou sur tu vois, un stade d'athlé ou alors, pour moi, oui, l'électro est un moyen de, tu vois, comment dire, une optimisation du travail de pied sur, voilà, créer de la tétanisation par la contraction musculaire en surimposition. Tu vois, de la force maximale isométrique des MTP, plus de la surimposition par électro. Et c'est des séances qui duraient 25 à 30 minutes. Donc, tu as à peu près 1 heure par semaine de dédié sur l'amélioration de la force de l'avant-pied. Pendant 8 semaines, ouais. Et donc, pendant 8 semaines. Et ce qu'on a montré, et l'innovation un peu des résultats, alors voilà, j'ai fini les analyses cet été. L'article, il est en train d'être écrit, donc c'est un peu l'avant-première, tu vois. Vous aurez les résultats avant de lire le papier. Ce qu'on montre alors, c'est que on a une amélioration de la force qui est très marquée, d'environ 30% en moyenne. Avec ça, c'est la moyenne du groupe. Mais en fait, si on calcule la variation de l'outil, de mon ergo, si tu veux, et on se rend compte qu'en fait, les gens ont dépassé quasiment de 2,8 à 3 fois cette variation-là. Donc, en fait, c'est vraiment une variation. Si on sort du pourcentage et on parle vraiment de est-ce que statistiquement et cliniquement, et au-dessus du MDC, tu vois, on est à 3 fois le MDC, donc c'est énorme. C'est ouf. En termes d'amélioration. Le plus-value, ouais. Il y a eu d'hypertrophie de l'ordre de 10%, donc on a mesuré de la CSA. Et en fait, si tu compares le volume dédié
à ce protocole, le temps que les gens ont Ouais. passé à le faire 1 heure par semaine, versus la littérature actuelle, les Ouais. autres exos de la littérature, Mmh. on a quasiment les mêmes taux, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais en fait, en quasiment 3 fois moins de volume. Ah, c'est énorme. Donc on arrive sur quantité versus qualité. Tu vois, les études actuelles, quand tu regardes sur protocole de renfo, Mmh. c'est short foot, c'est to coordination, c'est des choses un peu journalières, Ouais. tu vois, à Ouais. 3-4 séances par semaine. C'est des trucs qui sont longs. On parle du minimaliste, c'est la même chose. Si tu compares mes résultats aux études sur le minimaliste, voilà, donc on dit souvent, t'as eu quasiment les mêmes résultats que porter du minimalisme, mais aujourd'hui, si tu regardes l'étude sur le minimalisme, c'est Ouais. faire 5000 à 7000 pas par jour en portant du minimaliste. Ouais. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont 2 fois 30 000 peuvent être euros, c'est contraignantes aussi dans un contexte. Mmh. Donc l'idée, et en fait, si on s'arrête aux 8 semaines, on a déjà des résultats qui sont au-dessus du MDC à partir de 4 semaines. Donc à la moitié du protocole, il y a déjà des choses il y a déjà un gain qui est important cliniquement et forcément statistiquement, oui, mais vraiment cliniquement. Et après, à 6 semaines, on a eu un plateau. C'est-à-dire, il y a entre la 6e et la 8e semaine, il n'y a pas trop de diff. Et après, l'intérêt aussi de l'étude, c'était de faire une période de Ça perdure. désentraînement. Ouais. Et donc, le désentraînement, c'est qu'on a refait passer les gars 4 semaines après l'arrêt du protocole et ça n'a pas bougé. OK. Donc, en fait, il semble qu'en fait, si pour dire ça, c'est de 6 semaines jusqu'à 1 mois et demi après, en fait, les gens ont toujours la même force de l'avant-pied. Globalement, pour 92% des sujets. Putain. Et ton groupe contrôle? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est un vrai groupe contrôle. Ils faisaient rien et en fait, comme ils font rien, on a montré qu'il y avait le groupe contrôle a pas bougé pendant donc c'est une étude qui durait à peu près 4 mois ou 5 mois quand tu es sujet. Donc pendant 4 à 5 mois sur toutes les évaluations, c'est des gens qui ont plus ou moins pas bougé. OK. Sur la CSA forcément et puis sur la force de l'avant-pied. Et ils conservaient forcément, en fait, ils faisaient leur vie, hein. Ils continuaient à s'entraîner, tu vois, à faire les compètes, tout ça, etc. Et dans le groupe renfo, il y a eu ça sur la partie. Et donc, la finalité de ça, c'est de se dire, OK, bon, on sait déjà qu'on peut entraîner ça et que ça peut s'améliorer. Mais après, derrière, nous, c'était, est-ce qu'en fait, il y a eu des changements sur leur production et transmission de force? Et là, ce qu'on a montré, on a remontré cette notion AVMAX. Donc, une amélioration, une augmentation de la production de force verticale. Donc, en fait, on a vraiment, on va dire, finalisé le lien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence des deux variables. C'est la force des MTP et la production de verticale AVMAX, si tu veux. Et puis après, on a trouvé une amélioration de la performance en changement de direction. Donc le temps en changement de direction à 80 degrés. Et une amélioration de la performance horizontale. Du saut horizontaux. Donc un broad jump sans les mains. Et si on regarde pourquoi les gens ont amélioré leur perf, et là, quand on parle de perf, je parle toujours de ce fameux MDC. Donc, on a tout calculé on a fait une période de contrôle, on a fait 2 évaluations, ce qui nous a permis de calculer la variation de toutes nos variables. Et ce qui nous a permis de se dire, après, on est sorti en fait des stats classiques de la p-value et de machin. On s'est dit, quelqu'un est considéré comme répondeur s'il a augmenté sa perf, tu vois, de tant de fois le MDC qu'on a calculé dans la période de contrôle, si tu veux. Donc, en fait, on a pris une grosse marge par rapport à ça. Et donc, il y a à peu près entre 45 et 60% des gens dans mon groupe renfo qui ont amélioré leur perf en changement de direction. Et ça s'explique après, si tu regardes pourquoi, c'est que la plupart, en fait, ils ont une amélioration de la transmission de force au sol. Donc, il n'y a pas eu plus de force sur la plateforme. Par contre, ils ont mieux transmis en médiolate. Donc, le vecteur médiolatéral d'orientation de force au sol, c'est celui-là qui a augmenté.
En fait, on a repris le ratio de force de JB sur le sprint. Ouais. C'est le ratio de force qui est ton vecteur horizontal par rapport à ta résultante. Ouais. Plus ce ratio il est élevé, plus tu as produit en horizontal. Mais en fait, on a appliqué le même. Et ça s'est encore jamais fait dans la littérature. C'est tout simple. Tu appliques le même sur un changement de direction, parce que dans un changement de direction, tu as les 3 vecteurs qui s'appliquent. Ben, en fait, tu prends le médiolate et tu l'appliques sur la résultante des 3 vecteurs. Et ça te donne, en fait, est-ce qu'il a été plutôt médiolate qu'un autre? Et ça, c'est ce ratio-là, en fait, qui a augmenté. C'est ouf. Pour ces gens-là. Donc, en fait, la perf, elle s'explique par une meilleure transmission pour la plupart. Et sur le broad jump, c'est la même chose, mais en horizontal, en fait. Il y a soit des gens qui ont plus produit en horizontal, donc en fait, la vitesse horizontale au décollage, elle est plus élevée, donc ils vont plus loin. Ou alors les gens ont mieux orienté, ont mieux transmis, en fait, la force horizontale. Donc il y a à la fois de la production et de la transmission sur le broad jump, si tu veux. Et puis il y a une personne qui a amélioré sans avoir aucun changement cinétique, et ça, on sait sur le broad jump, pendant le temps de vol, tu vois. Ben, tu sais, une meilleure coordination des jambes, donc tu vas plus loin. Et donc, mais ce qui est intéressant pour ça, c'est qu'il y a tu vois, les gens dans le groupe contrôle, j'ai un personne qui s'est amélioré, entre guillemets, post-protocole, alors qu'il a rien fait. Ouais. Mais sinon, c'est quand même je pensais que ça allait être une mesure où, tu sais, une test de perf où il y allait avoir des gros effets d'amélioration de la perf, parce que peut-être tu découvres le truc et puis tu vois cette stratégie de coordination dans le temps de vol, etc. Et au final, pas tant que ça. Donc j'étais vraiment étonné de ça. C'est ouf. Donc pour conclure un peu, pas la thèse, etc., mais l'avant-pied, il y a vrai intérêt à vitesse maximale. C'est une articulation et les muscles associés qu'on peut entraîner et qui peuvent vite s'améliorer, tu vois. Et il y a peut-être un effet, ce qu'on appelle long lasting, c'est un effet qui dure, qui perdure dans le temps. Ces gains-là, ils se perdent pas. Donc ça, c'est méga intéressant, une sorte de, et sur le pied, on le sait, une sorte de cerveau, tu vois, de mémoire, pardon, du pied. Et puis, il y a sur le cutting, parce que dans le changement en direction à 90, comme on le faisait, ben, en fait, la prise, elle est avant-pied, si tu veux. Enfin, la pose de pied, chez tous nos sujets, c'était avant-pied pour faire le cutting. Donc, il y avait de l'intérêt sur la transmission aussi en cutting, etc., sur pas tous les répondeurs, mais certains. Et tu vois, sur des mecs qui ont augmenté, il y a notamment des basketteurs, tu vois, qui étaient en Pro B. J'ai eu la chance d'en avoir 2. Et ces gars-là ont eu la chance, en plus, d'être randomisés dans le groupe renfo, tu vois. C'est pas dans le groupe contrôle. Et ces mecs-là, tu vois, quand t'es basketteur, tu vois, faire des cuts et des changements de direction, c'est quand même ta cam. Et ces gars-là ont amélioré, tu vois, cette transmission aussi. Donc, c'est intéressant. C'est ouf. C'est ouf. Et Romain, alors du coup, avec tout ce que tu as fait sur pied-cheville et notamment avant-pied, est-ce que ça fait évoluer maintenant ta vision de la rééduque ou de la performance? Voilà, même sur tout le membre bref, on a parlé du membre bref. On sait que tu as sorti un article aussi qui s'appelle Miracle sur la rééducation du genou. Qu'est-ce qu'après toutes ces années à bosser entre guillemets sur le pied, mais pas que, comment tu vois la rééduque ou alors la performance du membre inférieur? Ouais, c'est une très bonne question. Là, on va un petit peu dézoomer, tu vois. L'idée d'une thèse, c'est de zoomer. On a zoomé que là, on parle on parle des orteils et de l'avant-pied. On n'a pas évoqué les autres muscles pied-cheville. Et c'est un peu ce que je vais évoquer à Manchester. Donc, pour la conférence de Sport Smith, pour moi, c'est le bon moment de proposer un peu ce que j'ai baptisé ce nouveau schéma pour moi de compréhension un peu de la biomécanique pied-cheville, et qui m'aide en fait qui aide à la fois en réduc et en perf, parce que pour moi c'est pas dissocier les standards qu'on veut globalement sur des notions pied-cheville, amélioration de la biomécanique. Bah, tu sais que la blessure ça impacte cette biomécanique et qu'il faut la retrouver. Et en fait,
si on regarde toutes les études aujourd'hui biomécaniques sur l'importance ou le rôle pied-cheville dans la locomotion, dans le membre inf, cette importance, elle est ce rôle, il est super important et encore plus dans les tâches explosives. Donc, on a parlé de l'axel, on a parlé de la Vmax, on a parlé des changements de direction, mais quand tu lis la littérature biomécanique sur le rôle pied-cheville, sur justement cette façon d'absorber et produire, ben, il y a une grosse importance. Ça, personne ne peut le nier aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver, en tout cas, c'est que il y a une grosse blessure silencieuse pour moi, qui est les entorses, l'instabilité chronique, qui est quelque chose qui altère beaucoup en fait ces paramètres neuromusculaires et biomécaniques pied-cheville. Et comme c'est passé un peu sous silence, et que après les rééducations un petit peu associées sont un petit peu parfois, je dirais, trop généralisées à focus éverseur un peu mollet, focus un peu de mobilité en flexion dorsale, un petit peu d'intrinsèque qui est souvent associé avec l'équilibre, tu vois. C'est un peu le menu qu'on retrouve. Et par rapport à ça, ma compréhension, c'est de se dire, ok, déjà, on sait que la mécanique, la biomécanique, pied-cheville, la plus grosse fondation, c'est être mobile. Et la plus grosse mobilité ou le vecteur pour moi que je vois en fait là en consulte. J'ai repris tous mes case studies de consulting, etc. depuis 3-4 ans. Et en fait, là, à chaque fois ou souvent, j'ai pu voir un déficit de flexion dorsale qui est important par rapport à l'autre côté, donc au-dessus du MDC toujours. Et en fait, cette importance de mobilité en flexion dorsale, elle va influencer ta façon d'absorber ou produire la force au sol. Ça, on le sait biomécaniquement aussi. C'est si ton tibia peut pas se déplacer, ou moins se déplacer, tu auras une plus grosse difficulté à absorber la force au sol. Et qui dit plus difficulté à absorber, c'est qu'à un moment donné, la compensation qu'on sait justement, c'est d'avoir une absorption plutôt proximale, tu vois, ou plus proximale. Stratégie de tronc, stratégie de hanche ou stratégie de genou. Et ce qu'on sait aussi sur la propulsion, et voilà un exemple très concret qui est arrivé très récemment, par exemple quand j'ai vu François Daen, c'est que quand tu cours et que tu arrives sur ta phase de might stance, c'est là où globalement tu as ton paramètre de flexion du membre inférieur, donc tu as une flexion de genou, une flexion dorsale, et tu vas commencer à décoller ton talon, tu vois, pour avoir cette phase de propulsion. Et en fait, quand tu as une cheville raide ou que tu as un déficit en flexion dorsale, tu vas avoir ce qu'on appelle un décollement précoce du talon. Et ce décollement précoce du talon fait qu'en fait, tu finis moins ta phase de propulsion. Et chez lui, par exemple, tu vois, il y avait, par exemple, cette phase de propulsion qui était minorée à droite. Et donc, par compensation, tu voyais très bien qu'il y avait une propulsion qui était majorée, tu vois, du côté gauche. Et c'est quelqu'un à cette époque-là qui souffrait un peu de douleurs chroniques fessières gauche. Donc, de l'autre côté, je parle d'une raideur de cheville droite pour t'expliquer la hanche gauche, le grand fessier gauche. Tu voyais très bien, et il y avait même un tilt un peu d'épaule gauche parce que tu avais une production un peu trop verticale, tu vois, par justement cette fin de phase de poussée qui était mal faite à droite par ce décollement précoce qui influence en fait le fait que ton grand fessier et ton appareil extenseur après de hanche s'expriment moins bien.
Et par compensation, ben, tu es obligé de l'exprimer, tu vois, ta propulsion pour que ça soit horizontal et qu'il conserve une vitesse constante, parce que c'est de la course à pied, et ben voilà, tu es obligé d'avoir cette stratégie-là. Mmh. Et ça, je retrouve que la flexion dorsale, c'est un des paramètres qui est bateau pour moi, qui est basique, Mmh. et qui est pas souvent travaillé, ou quand il est travaillé, c'est pour ça qu'on a créé en fait ce raisonnement de flexion dorsale qu'on donne à tous les cours maintenant avec mon collègue Massemba ou François. C'est que le test de départ, c'est le test de flexion dorsale en charge. Ça, c'est la quantité, dis-moi les centimètres. Donc le MDC associé, il est à peu près de 2 centimètres. À peu près de 2 centimètres où tu commences à te dire qu'il y a une différence. Et après, la fondation de ce raisonnement-là, c'est en fait, qu'est-ce qui te gêne dans ce test-là? Pourquoi en fait tu décolles ton talon? Pourquoi tu n'arrives plus à toucher le mur? Et en fait, les zones que vont t'indiquer ton athlète, ton patient, etc., vont en fait découler de ton raisonnement clinique. Mmh. Et les 5 gros gènes que tu as, c'est gène antérieur, ou gène antéro-externe, ou gène rétromalléolaire médial, ou gène rétromalléolaire latéral, ou gène postérieur. Mmh. Une cheville qui fonctionne bien, c'est pour moi une cheville où tu sens une gêne postérieure. C'est ton tendon d'Achille qui doit, tu vois, te limiter quand tu fais une flexion dorsale. Si tu as les autres composantes, eh ben, c'est que ça provient d'autres structures. Et c'est pour ça que ça nous fait souvent rire, tu vois, les gens qui font de la mobilité en flexion dorsale, soit avec l'élastique mis sur le talus, etc. Mais en fait, il ne faut pas avancer 1 centimètre au mur. Moi, j'en connais plein aujourd'hui. Des gens qui ont des routines qui passent 10-15 minutes par jour, qui font pas avancer, tu vois, une flexion dorsale, c'est juste parce que la structure associée, peut-être la structure associée, a pas été mise en évidence. En fait, c'est pas juste faire de la flexion dorsale pour améliorer la flexion dorsale. Donc, si c'est gêne antérieure, ça peut être soit talus, soit médio-pied. Et donc là, par exemple, sur une gêne antérieure, à un moment donné, il faut mettre les mains. Donc, il faut être bon en thérapie manuelle et il faut en faire. Et il faut avoir un volume dédié aussi qui est important. Tu vois, on parle de temps sous tension en musculation, ces choses-là. De temps sous tension en étirement aussi chronique, etc. Mais le temps sous tension en thérapie manuelle, il est fondamental pour moi aussi. De glissement postérieur du talus, si tu veux le retrouver, il n'y a aucun exercice sur la terre que tes propres mains ou tes propres doigts pour faire bouger ton talus, tu vois, de façon en postérieur. Et en fait, le raisonnement, il se découle là-dessus. Et on a souvent retrouvé en fait des gens qui soit tapaient pas la bonne structure, donc continuaient à avoir une gêne antérieure, mais faisaient de la flexion dorsale en charge, etc. Alors qu'à un moment donné, il fallait associer un peu de thérapie manuelle, ou soit ils faisaient un bout de thérapie manuelle, mais pas avec le bon volume, par exemple. Tu vois, la petite séance d'ostéo une fois par semaine, où en fait, tu fais un peu de tout, mais à un moment donné, tu passes pas du temps à lui bichonner le talus comme il faudra. Par exemple. Et puis les gènes après un peu spécifiques, tu vois, rétromalléolaire médial, ça provient du LFH. Et donc là, faut entrer dans un processus d'étirement chronique du LFH, donc faire de la flexion dorsale avec une extension de la luxe qui permet d'augmenter l'extensibilité du LFH. Donc là, tu parles de temps sous tension en stretching. Et j'ai la chance aussi de passer à Nantes où en 2014-15, c'était un peu à cette époque-là, il y avait beaucoup d'études sur les étirements et c'était un labo qui produisait beaucoup de choses là-dessus. Et ouais, faut passer pour gagner en structure, tu vois, en amélioration de la structure par gain d'étirement. On sait que les gains neuro, les gains d'étirement, pardon, les premiers, c'est les gains neuro. Tu vois, tu déplaces ton seuil de perception d'étirement, où tu gagnes. Mais si tu veux vraiment être dans un processus d'amélioration de la structure ou du changement des capacités mécaniques du tissu tendineux ou musculaire, il faut passer du temps et si on regarde un peu les études, notamment celle de Freitas en 2016, elle t'indique qu'il faut à peu près 1200 secondes par semaine de temps à l'étirement pour espérer
à partir de 4 à 5 semaines, tu vois, avoir des vrais changements structurels. Structurel. Donc pour moi, une des fondations d'absorber et bien produire mécaniquement sur la cheville, c'est la flexion dorsale. Et aussi, on sait que l'arche du pied, tu vois, avoir une mobilité d'arche du pied, et on parle éventuellement de glissement. On dit souvent que avoir un pied raide et stiff, c'est bon, c'est trop bien. Mais en fait, si ton arche ne peut pas faire ce qu'on appelle se déformer, tu sais, emmagasiner de l'énergie Et restituer. et restituer, ouais. Ben, tu vois, aujourd'hui, les études de bioméca montrent que si tu fusionnes en fait les os du pied, du médio-pied, par exemple par une chirurgie comme ça existe, hein, ou si tu as vraiment en fait aucun recoil, déformation et restitution de l'arche, de mobilité ici, ben en fait, tu as un moins bon fonctionnement du mollet, un moins bon fonctionnement de ta capacité à produire, à propulser. Donc, il faut du recoil et il faut que cette arche, tu vois, elle ait cette mobilité-là. Et on sait aussi, notamment, quand tu impactes ça aussi au niveau, par exemple, semelle, quand tu impactes vraiment cette mobilité, tu vois, cet emmagasinement d'énergie par l'arche et restitution, tu sais que tu augmentes aussi les coûts métaboliques. Très belle étude de Stirn en 2016 qui montrait ça aussi. En fait, son groupe orthèse plantaire avec vraiment un empêchement un peu de fonctionnement de l'arche, et ben, tu avais une augmentation du coût métabolique en course à pied. Justement parce que cette capacité élastique qui est un peu de l'énergie gratuite, tu la perdais, tu l'impactes. Ouais. Donc pour moi, la fondation, enfin les deux bases un peu de cette, quand je dis que le pied-cheville doit être mobile, je parle vraiment de ces deux aspects-là, si tu veux. Et après, il y a ce qu'on a appelé le pied absorbant, le pied propulsant et le pied ressort. Et pour moi, c'est les trois qualités neuromusculaires que le pied-cheville doit avoir ou dans lequel il faut avoir une réflexion. Et donc sur l'absorption, le pied absorbant aujourd'hui, le gros absorbeur pied-cheville, c'est le solaire. Pas de doute là-dessus. Solaire, muscle, très important, notamment sur l'absorption verticale ou support vertical en fait du membre inf. Et donc le solaire, en fait, c'est un muscle qui est tellement fort qu'il est dur à évaluer, et tellement fort en fait que je pense qu'on le sollicite pas assez après dans nos exercices. Donc c'est pour ça que un solaire, souvent on peut le trouver faible quand on l'évalue, mais aussi peut-être aussi parce que on n'a pas aujourd'hui du matériel adéquat. Je parle de tout le monde, hein, dans nos cabinets, peut-être dans les clubs, tout ça. Et donc ouais, il faut y aller parce que c'est un muscle qui est fondamentalement fort puisque structurellement parlant, au niveau de ses fibres, son angle de pénation et ces choses-là, il est dédié en fait à la production de force. On parlait souvent muscle postural, etc. Pas forcément force, ça c'est pas vrai aujourd'hui. Tu vois. Mais on oublie dans l'absorption les deux gros qui suivent, pour moi, qui sont le tibial antérieur et tibial post, qui contrôlent en fait l'absorption au niveau de l'arche, tu vois, qui contrôlent justement ce stretch de l'arche, cette déformation, cette restitution. Donc, j'ai souvent le pied-cheville absorbant. Si vous voulez améliorer ces qualités-là, améliorer déjà la force maximale de ces trois muscles-là, c'est intéressant. Et en fait, ton raisonnement, il va se découler après sur tes pathologies. Tu vois, une pathologie un peu de surcharge ou de tissu mou, etc., tu vas te dire, OK, je vais regarder un peu la capacité de ces muscles absorbeurs et peut-être que ça va me filer, si tu veux, après, des idées. Je donne un exemple. Tu as une pathologie, tu vois, de tendinopathie rotulienne. La flexion dorsale va rentrer, par exemple, en jeu, comme je te disais, parce que par compensation, si tu peux moins absorber, ton tibia peut moins se déplacer, tu vas avoir plus de
moment d'extension de genou. Et puis il y a le bas. Est-ce que en fait mon quadriceps aujourd'hui, qui est un gros absorbeur aussi, est-ce qu'il travaille pas plus parce que en fait au niveau de l'absorption distale, ça Ils se font fait pas ce mal. qu'il faut. On dit souvent que le pied-cheville c'est le premier airbag du membre inférieur. Ça c'est une réalité aussi. Donc tu vois, tu peux l'avoir comme ça. Et tu peux te retrouver avec quelqu'un qui a une tendinopathie rotulienne et des très bons quadriceps. Mmh. Mmh. Et l'approche distale va rentrer peut-être dedans, tu vois. Et puis de l'autre côté, le pied propulsant, eh ben, c'est gastrocnémien et solaire, suivant en fait la production verticale ou horizontale. On sait que le vecteur, quand tu produis vers l'horizontale, il y a une contribution des gastropes. Quand tu produis en vertical, il y a une plus grosse contribution du solaire. Et après, le sujet de ma thèse, l'avant-pied, en fait, tu vois, la transmission par l'avant-pied de cette capacité mollet. Donc, il y a pied absorbant, pied propulsant. Et après, tu divagues en fait ton raisonnement en disant, je vais améliorer plus le pied propulsant. Donc, en fait, je vais être mollet, solaire, MTP, tu vois. Je vais être plutôt absorbant. Je vais être solaire, tibial land, tibial post. Et puis, si on reprend les fibulaires dedans, en fait, les fibulaires et enfin les inverseurs et les éverseurs dans ce schéma-là, les fibulaires, ils sont plutôt en absorption de supination. Et donc, tu vas arriver à avoir une petite bulle de stabilisation. Tu vois, inverseur-éverseur, on dit souvent le ratio 1, 1.0, 1.1, inverseur sur éverseur, pour avoir ce couplage mécanique au niveau de l'arrière-pied de stabilisation. Donc, et puis le pied ressort. Le pied ressort, en fait, c'est la capacité de mettre un peu tous les muscles que je viens de citer, puisque on parle de capacité à rebondir. Bon, ben là, suivant que tu es en vertical ou en horizontal, au niveau mollet sur l'échelle, ça va changer, comme je te disais. Et là, c'est la capacité à avoir justement une production de force au sol rapide et une performance, c'est-à-dire d'avoir une hauteur de saut. Et ça diffère sur le test de Bosco d'époque de 1980 qu'on a revalidé récemment là avec JB, Pascal et François, qu'on appelle le Foot Ankle Rebound Jump, qui est un test d'évaluation en fait des capacités justement pliométriques pied-cheville, donc un test de rebond genou tendu. Et Bosco le faisait à l'époque quand il s'intéressait au rôle du mollet, il faisait de l'EMG sur le mollet et il utilisait en fait ce saut-là. Et là, l'important, c'est d'arriver à quand tu veux améliorer ça, ben forcément la minimisation de la flexion de genou et le fonctionnement ou le positionnement, la posture du pied avant l'impact. Et tu vois, si tu veux améliorer les capacités de force réactive, il faut avoir une fondation, c'est-à-dire la force du solaire et du mollet. Tu te doutes bien aussi. Ce qu'on a montré dans la thèse, c'est que t'es pas forcément, si t'es fort de l'avant-pied, pardon, des MTP, ça veut pas dire que tu seras très réactif au sol, tu vois. C'est des qualités qui sont variées ou différentes, pardon. Et donc, sur ces fameux rebonds-là, tu vas te retrouver avec, pour moi, les compétences ou les instructions que tu dois donner, minimisation de la flexion de genou et posture du pied avant l'impact. Et tu vas te retrouver en fait à avoir des gens qui ont une préposition du pied avant l'impact qui ne leur permet pas en fait d'avoir cet effet un peu catapulte et d'utiliser cette emmagasination d'énergie élastique par le tendon d'Achille et l'arche du pied. Donc on parle souvent du rôle, tu vois, des releveurs dans le temps de vol, mais en fait, c'est pas que quand tu es au sol, tout est joué, mais ta capacité à bien se prépositionner avant te permet en fait d'améliorer cette qualité-là. Et donc, c'est ce que j'appellerais dans la dernière partie, c'est un peu
les choses très techniques que je regarde sur un fonctionnement pied-cheville dans des tâches variées, ouais, c'est la capacité d'un sujet à avoir une bonne positionnement du pied avant l'impact. Mmh. Pour justement avoir cet effet, tu vois, d'emmagasination d'énergie et de restitution par cette pré-stretch ou pré-étirement, Mmh. tu vois, du tendon d'Achille. Ça veut dire un peu comme en athlète justement que tu armes ton pied pour préparer à pousser? Ou comment il faut que tu sois positionné justement pour avoir cette meilleure, Ouais, ben, explosivité? c'est exact. Ouais. En fait, souvent, tu sais, on a l'impression qu'améliorer les capacités un peu pliométriques pied-cheville, c'est bon, bah, tu fais des sauts et puis c'est tout. Mmh. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et pour moi, il faut déjà apprendre justement cette notion de le positionnement du pied dans le temps de vol. Donc le rôle en fait de ton releveur, de ton tibia lente Mmh. et de tes longues extenseurs des orteils pour bien se positionner avant l'impact et en fait atterrir pas ce que j'appellerais sur les orteils. Et des fois, tu te retrouves avec des gens qui font des sauts, avec Mmh. vraiment Mmh. toujours Mmh. la flexion plantaire qui reste et sur les orteils et qui sautent, qui sautent, qui sautent. Mmh. Et donc, ben, tu vois, tu vas pas améliorer ces capacités-là si tu restes enfin, si tu corriges pas ça, pardon. Mmh. Et donc, c'est là, tu vois, ce qu'on a un peu fait aussi à la tour avec Quentin Mézieuel à l'époque, mais Mmh. déjà la capacité des gens à avoir une coordination, ce qu'on appelle flexion plantaire, flexion dorsale, Mmh. avoir cette capacité en décharge, simplement, assis ou même debout, à taper le pied au sol, tu vois, à relever le pied et à taper, etc. Et tu te rends compte qu'il y a des gens, rien que ça, ils arrivent pas à commander, c'est-à-dire Mmh. que, tu vois, à commander, à relever ce pied-là et à le taper ici. Et ça, c'est les premières bases de la pyramide, ce que voilà, on a aussi développé, comme tu le sais, à la tour, cette fondation-là du foot ankle taping, comme on l'a appelé un peu. Mmh. Et pour moi, ça, c'est la première chose, c'est d'apprentissage de ça. Et après, la zone d'impact du pied, et ben voilà, ça doit être un peu sous les MTP, tu Mmh. vois, Mmh. sous la diaphyse des MTP, quoi. Mmh. 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 Cette zone-là où globalement, et ben c'est ce qu'on appelle, tu vois, atterrir vraiment sur les orteils. Comme je te dirais, si tu atterris sur les orteils, tu te doutes bien, c'est que tu n'as pas eu en fait de préactivation de releveur avant. Mmh. Et donc si tu regardes ça, bah, tu vas arriver en fait à après améliorer ce paramètre-là et donc pouvoir en fait avoir un meilleur chef d'orchestre après parce que ton tendon d'Achille il est pré-étiré Mmh. et donc en fait boum, Plus efficace. bizarrement en fait ta hauteur de saut elle s'améliore parce que tu vas en fait utiliser un ressort élastique. Donc je dirais une des choses ici, mais en fait ça, cette notion-là, tu l'as en course à pied aussi, tu vois, ou dans l'axel, ou en changement de direction. Tu vois, cette capacité en fait à avoir avant de poser ton pied, comment il est. En fait, dis-moi comment ton pied est 20 millisecondes avant qu'il est au Mmh. sol. Je te dirai un peu si tu vas être efficace ou pas. Mmh. Mmh. Et ça, c'est si on ressort des sauts, tu vois, cette capacité à avoir cette compétence un peu Mmh. technique et de coordination, ben ça pour moi c'est une vraie qualité, tu vois. Mmh. Et après les deux autres choses techniques un peu pour moi qu'il faut regarder sur pied-cheville, c'est est-ce qu'il pousse avec le premier rayon? Mmh. Parce que ton premier rayon, c'est ton premier rayon fort et parce que quand tu mesures les pressions plantaires sur les têtes méta, le Mmh. premier méta, c'est toujours celui-là qui doit être le plus fort ou qui est le plus fort sur un fonctionnement, tu vois, sain, un peu pied-cheville. Ça, c'est un peu plus dur, tu vois, d'évaluer ça si tu as pas les pressions plantaires forcément. Mmh.
Mais on a souvent, hein, tu peux voir, tu vois, j'ai un exemple hier d'un rugbyman que j'ai vu. Bon, ben, sur un positionnement en mêlée, etc., quand tu regardes derrière et quand il pousse en mêlée, tu vas voir un peu, justement, cette latéralisation un peu de la Mm. poussée, ce décollement un peu de la tête. Donc après, on a des stratégies, tu vois, un peu visuelles. Mm. Mais oui, les pressions plantaires restent le gold standard pour savoir comment il distribue, tu vois, cette force. Donc, je dirais distribution par le premier rayon sur la poussée. Et puis après, le dernier, c'est, comme je te disais, comment mon tibia, en fait, la discipline tibiale dans les mouvements. Mm. Et on en revient à la flexion dorsale. Mm. Mm. Donc, si on reprend, tu as un aspect mobilité, un aspect neuromusculaire, pied absorbant, pied propulsant, pied ressort. Et après, des compétences un peu techniques que moi, je vais regarder, tu vois, euh, sur mes gars. Mm. Top. Top. On en arrive à, voilà, avoir un peu une cartographie, Mm. tu vois, et tout ça, et c'est quelque chose qui s'influence, tu vois, la mobilité peut influencer, en fait, la propulsion. Mm. Mm. Et cette propulsion là peut impacter après, tu vois, la capacité à distribuer sur le premier rayon, par exemple. Mm. Mm. Donc il y a voilà un peu ma la compréhension un peu ou ce que je peux te dire un peu, tu vois, sur pied cheville en bioméca, ouais. Mm. Je te dirais ça. Top. Parfait. Romain, est-ce que, ou quel est d'après toi l'intérêt des plateformes de force en rééducation et sur l'aspect performance? Est-ce que tu regardes plus certaines choses dès que c'est sur de la performance et que c'est entre guillemets quelqu'un de sain, ou est-ce que tu regardes plus d'autres choses quand c'est l'aspect rééducation? Voilà, qu'est-ce que tu regardes, quel saut tu utilises, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors c'est un beau sujet, les plateformes de force. En tout cas, c'est un outil aujourd'hui qui fait un peu le buzz et voilà, qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que si on prend la biomécanique, il y a de la cinématique, ce qu'on appelle les angles, tu vois, un peu ça. Bon, ben, en dehors d'un labo bioméca 3D, avec ton téléphone en slow motion, etc., tu as quand même moyen avec tes propres yeux. Mm, mm, Et il y a beaucoup d'experts aujourd'hui, tu vois, et même des coachs qui sont très bons visuellement pour voir un peu, tu vois, les corrections à appliquer, les angles, mm, etc., ces choses-là. Donc moi, je juge que ça, tu peux le faire ici. Mais par contre, ce que mon athlète produit réellement, tu vois, mm. la quantité de force au sol et comment il a réparti droite-gauche ou distribue, ben ça, tes yeux, ton slow motion, ton portable, enfin, il y a pas d'outil en soi. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la cinétique te permet justement, parce que tu peux avoir sur des sauts des différences de 30% Mm. de Ça, on production de l'a force vu. Mm, qui sont vraiment. Alors oui, à un moment donné, sur des grosses asymétries, tu vas voir, tu vois, lorsqu'il fait par exemple un CMJ, tu vas voir qu'il met un peu plus. Mais d'une, si tu restes avec tes propres yeux, tu peux juste dire c'est un peu plus, je sais pas combien. Et puis il y a des fois où visuellement parlant, tu t'es même pas rendu compte en fait qu'il y avait une grosse asymétrie. Donc j'aime bien les plateformes pour ça. Euh, Après, faut être euh, aussi conscient que ben, aujourd'hui c'est un outil qui est dur à comprendre. Il y a beaucoup de données, on peut parfois s'y perdre, on peut savoir pas quoi trouver ou quoi chercher. pertinent. Mm, Ouais. Et donc si on reste sur les plateformes, je les utilise pour des tests isométriques. mm. Alors, on a parlé du solaire, mais voilà, l'évaluation du solaire en isométrique. Mais on peut aussi faire une évaluation de l'appareil extenseur ou des ischio-jambiers, par exemple, comme le test du McCall, Mm. euh, du squat isométrique aussi, de l'IMTP. Enfin, il y a plusieurs moyens d'utiliser de l'isométrie, enfin des plateformes pour faire des évaluations isométriques. Il faut faire aussi attention sur l'isométrie, sur les variables, etc.
Si vous voulez éventuellement vous sortir juste du pic de force, il faut absolument que les baselines soient belles, pour moi. Si vous voulez éventuellement interpréter un peu le taux de montée en force, ces choses-là, aujourd'hui, il faut que les baselines soient impeccables. Il faut que l'athlète soit super bien familiarisé. Et il faut que vous soyez dans un processus purement isométrique aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions à éventuellement trouver ces variables très précises et pertinentes. C'est pour ça que faut être aussi humble avec le RFD sur les plateformes, etc. C'est que c'est déjà très compliqué dans un contexte de laboratoire en isométrie, comme nous on l'a fait pour le pied, puis on a arrêté parce qu'on trouvait que voilà c'était trop variable. Il faut être encore plus humble quand on le fait en dynamique. Donc dans les RFD que tu peux avoir sur les sauts, etc. Donc si on reste sur l'isométrie, les variables du pic de force, certes, mais il faut faire attention aussi de regarder éventuellement le net, ce qu'on appelle le pic de force net, puisque si on prend cette baseline, comme je te disais, souvent dans des tests isométriques, tu as le poids du système sur la baseline. En fait, quel poids, éventuellement, si tu prends un squat isométrique, quel poids juste de la personne en étant debout. Ouais. En fait, si tu le soustrais pas, ou si tu soustrais pas cette force de baseline sur ton pic, eh ben ça change toutes les données. Puisque ce qui t'intéresse, c'est quelle est la production de force lors de la contraction. Et c'est pour ça que sur beaucoup de tests isométriques, il faut avoir pris conscience que il y a le pic de force, certes, mais il y a le net qui est en fait le pic de force moins la baseline. Et si la baseline n'est pas une contraction musculaire, tu vois, qui est juste le poids de quelque chose, du système, etc., ben ça doit pas, pour moi, rentrer dans le pic de force. Parce que si tu prends deux sujets et qu'en fait, il n'y a pas eu le même poids sur le système, mais ils ont des pics différents et tu restes au pic, tu peux éventuellement trouver que quelqu'un est plus fort, alors qu'en fait, la baseline à la base n'était pas la même. C'est pour ça que le net te permet d'avoir la contraction active, si tu veux. Et ça, par exemple, sur le solaire, c'est quelque chose, aujourd'hui, quand dans le Miracles, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, le 1,8, comment tu le trouves? Nous, on trouve plus, etc. Eh moi, je leur parle, regardez dans le Miracle, c'est entre parenthèses marqué net force. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et puis après, sur les sauts verticaux, voilà, on révolutionne rien du tout, tu vois. Je fais le CMJ parce que pour moi, c'est le test, il y a le plus de littérature. Ça demande moins de standardisation. Et c'est un test qui peut t'apporter déjà pas mal de choses. Donc en bilatéral et en unilatéral. Et après, donc ça, c'est pour évaluer l'explosivité de façon générale. Et après, plus tu vas sur du drop jump, du 10-15 RSI, et après ce dont on a parlé, le foot ankle rebound, plus tu vas tester ce qu'on appelle la capacité de force réactive. Et après le drop jump, aujourd'hui, dis-moi les instructions que tu donnes dans le drop jump, et en fait, ça va un peu t'indiquer les temps de contact, le temps de contact que l'athlète va avoir. Et on sait que, par exemple, si tu veux un drop jump qu'on caractériserait un peu cheville, il faut que tu parles de sauter le plus haut et le plus vite possible, avec un temps de contact qui est minimisé, pour justement minimiser la flexion de genou, et la flexion du membre inférieur. Alors que si tu donnes pas d'instruction de sauter le plus haut, souvent tu vois quelqu'un qui fait un drop jump qui atterrit, en fait, qui rentre dans un pseudo CMJ. Enfin, en tout cas, un CMJ dans des angulations un peu de CMJ, etc. Les deux, en fait, peuvent être intéressantes, peuvent être très intéressantes sur des pathologies proximales. Si tu veux faire un drop jump avec plus de profondeur, tu vois, d'atterrissage et un temps de contact qui est augmenté. Ou si tu rentres dans être plus pied-cheville, là, tu vas être temps de contact court.
Et puis après, le 10-15 RSI est un test de rebond avec un temps de contact très court, où en fait tu ne donnes pas d'indication sur t'autorises de la flexion, si tu veux, de genoux et de hanches. Mais le temps de contact doit être très court. C'est pour ça que le foot ankle rebound, on a repris le Bosco, puisque nous, ça nous permettait, ça nous permet toujours d'ailleurs, d'être très distal, pas, puisque tu ne veux pas ou tu enlèves la flexion de genou. Donc c'est un test qui demande plus de standardisation, où il y a justement un rebond uniquement pied-cheville avec un genou qui est parfaitement en extension. Donc voilà un peu. Et en fait, on utilise un petit peu ces différents sauces suivant le raisonnement. En fait, suivant la pathologie, suivant les antécédents, suivant ces choses-là qui vont t'indiquer, chez lui, je pense que c'est intéressant. C'est pas intéressant de faire, tu vois, un drop jump par exemple, avec temps très court. Par contre, un drop jump dominant le genou, ça va être intéressant, etc. Et quelle consigne tu donnes justement si tu veux qu'il, entre guillemets, sur ton drop jump qui descende, tu lui dis on accepte que tu descendes bas et il faut aller le plus vite et le plus haut possible, et versus si tu veux faire un drop jump entre guillemets plus orienté pied-cheville, là tu lui dis voilà, tes jambes c'est des bouts de bois, tu descends, tu rebondis direct. Tu vois, quelle consigne tu donnes? Je parle jamais trop d'angle. Il y a un Espagnol qui a fait sa thèse sur ça, vraiment, les instructions lors des sauts et comment ça influence tes courbes. Et donc, comment ça influence tout, si tu veux. Ouais, c'est tout ce que tu regardais. Ouais. Et il disait, j'avais suivi son topo à l'ECSS, c'était à Séville à l'époque. C'était méga intéressant. Et en discutant un peu après avec lui, il disait qu'il fallait avoir des instructions qui étaient plutôt basées sur la perf et la hauteur. Et en fait, la rapidité du temps de contact, mais uniquement évoquer ça, tu vois. Donc, soit tu vois, j'accepte que tu prennes ton temps. Tu vois, atterris, prends ton temps. Le but, c'est d'aller haut, mais pas d'avoir un temps de contact. Plutôt que, même sur un CMJ, tu vois, de dire, ouais, prends la profondeur que tu veux, ou tu peux fléchir les genoux à tel, parce qu'en fait, tu te rends compte que, peut-être le patient ou tout va être un peu perdu des fois, il va pas savoir. Si tu dis à quelqu'un saute le plus haut possible, en fait, ça va être ta stratégie pour sauter le plus haut possible. Saute le plus haut et le plus vite. Et puis si toi tu juges que c'est pas assez vite, tu lui dis d'aller plus vite, tu vois. Et en fait, donc j'ai des consignes qui sont assez claires, basées sur la hauteur, donc toujours essayer d'être au max. Et après, de soit être très court, moyennement court, rapide, plus rapide. Mais je mets jamais trop de tu vois, je parle jamais trop de flexion, de profondeur, ces choses-là. Globalement. Ok. Top. Merci Romain. Et alors, est-ce que tu as des livres là sur les 3 dernières années qui t'ont marqué et que tu as envie de partager? Ouais, des diffs sur la perf. Ouais. Ou autre, hein. J'ai lu un livre qui s'appelle Langage of Coaching, que j'ai adoré parce que ça m'a vraiment aidé, je dirais. Et je dis souvent que on est quand même des entraîneurs en tant que physio, c'est-à-dire que on donne des exercices, on a des exercices forcément dans nos séances de rééducation, et on a tous eu ce patient qui globalement fait cet exercice avec toi, etc. Puis quand tu as le dos tourné et que tu regardes après comment il fait parce que tu lui as montré, etc., tu te rends compte qu'il fait absolument pas ce que tu lui as dit. Et donc, tu te doutes bien qu'à la maison ou après, il fait absolument pas ça. Et donc, en fait, il y a rien qui avance. Et j'ai adoré ce livre parce qu'il montre un peu comment coacher ou comment avoir le bon langage pour avoir des instructions qui sont simples, qui permettent justement d'avoir l'effet escompté, d'avoir tu vois, ce contrôle un peu moteur, ce que tu recherches. Et je l'ai trouvé excellent là-dessus. Et puis j'aime beaucoup l'auteur aussi, pour ceux qui
qui s'intéresse à ce bouquin-là et puis à cette personne-là. Donc c'est Nick Winkelmann et c'est voilà le head de mémoire encore of chef de la, je pense, prep physique encore dans le rugby anglais ici. Et donc voilà, langage of coaching, je dirais, sur les 3 dernières années, parce que ouais, ça m'a vachement aidé sur les exos, les instructions, qu'elle soit concis, et même en fait, tu vois, dans la thèse, parce que forcément dans la thèse, j'ai évalué, j'ai passé des heures à évaluer des gens, donc à leur faire des tâches, et donc il fallait donner des consignes. Ça m'a aussi pas mal aidé, tu vois, à avoir ces stratégies-là, ouais, de coach ou d'instruction, de Q qu'on appellera en anglais. Top. Et Romain, où c'est qu'on peut te joindre si on a des questions, LinkedIn, Instagram, où c'est que tu es dispo? Je dirais vraiment sur les réseaux pro, alors LinkedIn, aussi Twitter. Donc il y a pas de folie dans mon naming, hein, c'est soit R Tourillon ou Romain Tourillon. Donc je dirais ça. Mon adresse mail forcément, qui sont dans mes articles aussi, donc que vous pouvez retrouver dans mes articles. Je dirais ça. Petite notion éventuellement pour les étudiants, de faire confiance au directeur de mémoire, je dirais, parce que je reçois pas mal d'étudiants souvent, en tout cas là sur les dernières années, qui me demandent est-ce qu'ils peuvent faire leur mémoire sur le pied avec cette thématique-là, etc. Ils savent pas si c'est bien, pas bien, etc. Ou de corriger des mémoires ou de relire des mémoires. J'aimerais beaucoup. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour moi-même ou pour mes propres travaux. Donc faites confiance à vos directeurs de mémoire pour vous guider dans vos choses. Voilà, allez faire des études ou allez regarder la littérature sur le pied, peu importe, je dirais un petit peu la question, il y aura toujours des trucs qui ressortiront. Mais voilà, lisez d'abord bien la littérature, ça va vous filer des notions, etc. Puisque ouais, François et moi, on se dit souvent, ouais, beaucoup d'étudiants qui nous demandent en fait s'il faut faire ça, s'il y a de la littérature, tout ça. Et voilà, faites confiance à vos directeurs de mémoire et on sera très content après de savoir qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui font des trucs sur le pied. N'ayez pas peur de partir sur pied-cheville, au contraire, plein de choses à faire. Top. Et pour finir, Romain, comment tu construis ton haut niveau? Ouah, grosse question. Je dirais, pour moi, c'est s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans les domaines que dans lesquels tu juges que tu dois t'améliorer ou que tu juges pertinent pour être bon, si tu veux. Et donc, ben, c'est un peu comme ça que, tu vois, je construis déjà ça, c'est-à-dire m'entourer des bonnes personnes, savoir qui est bon pour moi et qui est pas bon, et qui peut m'apporter des choses dans lesquelles j'ai envie de progresser, tu vois. Mais dans des domaines scientifiques comme dans des domaines, tu vois, très cliniques. Et donc, moi, je dirais que c'est une première stratégie. La deuxième, c'est de s'évaluer, d'évaluer. Franchement, c'est ma philosophie que tout le monde connaît, etc., etc. Mais si tu t'évalues, ou si t'évalues, ça te permet, pour moi, 2 choses. Forcément, de savoir où tu vas, mais aussi, en fait, de t'améliorer personnellement, parce que quand t'évalues quelqu'un, t'évalues aussi ton propre travail. Ou alors, si t'évalues, et inversement, quand, tu vois, je donne quelqu'un et qu'il est évalué par quelqu'un d'autre, bon, ben, en fait, ça me challenge aussi de me dire, ben, ce qu'il va trouver, c'est, voilà. Et j'aime beaucoup, tu vois, Enda King, quand il dit que il a eu la chance d'être dans des lieux où il y avait des labos 3D avec des biomécas, en fait, qui faisaient les évals, parce que ça lui a toujours permis de continuellement, en fait, de s'auto-évaluer et de se challenger et donc de progresser. Il y a rien de pire pour moi, tu vois, dans l'éval aussi de mettre en place des choses et de voir que ça n'a pas fait bouger. Il y a rien de pire, mais c'est une très bonne claque qui te permet de se dire, ben en fait, ce que j'ai mis en place,
C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors ça peut être toi, ça peut être ça peut être la personne qui a pas fait les choses, voilà. Après on discutera de qui on doit blâmer, etc. Mais ce que tu sais, c'est que ça n'a pas évolué. Et pour moi, l'évaluation, c'est la première chose. Et de cette évaluation décolle ton raisonnement. Et donc je dirais la troisième pilier pour moi, c'est le raisonnement qui va en fait avec le fait de pratique. Plus tu vas passer des gens, plus tu vas avoir des cas complexes, plus tu vas raisonner et t'intéresser ou prendre du recul sur ces prises en charge là, et plus en fait tu t'amélioreras par la suite. Et la quatrième pour moi pilier du haut niveau, l'innovation. Et en fait le raisonnement il va dans l'innovation, c'est que si tu as un bon raisonnement, etc. derrière, tu peux savoir éventuellement ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas, ce qu'il faut donner ou ce qu'il faut un petit peu moins donner ou beaucoup donner. Et après, tu vas innover en étant un petit peu plus individuel dans ce que tu donnes. Et voilà, parce que l'innovation, c'est pas forcément euh, aller sur tout le monde. C'est un peu ce que je pense des exos sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on est dans cette culture-là de prendre un exo et de le rajouter sans raisonner derrière, etc. Et innover, c'est ce qu'on a essayé de faire, par exemple, avec la thèse, avec ce protocole, tu vois. Ou si, en fait, on restait dans ce que faisait la science actuellement, aujourd'hui, c'est des choses que je ne crois pas. Et donc, on a essayé d'innover en apportant, en fait, un protocole qui, en fait, est pas un copier-coller de la littérature. Et donc, ces innovations-là, l'ergomètre, etc., c'est des choses, qui me parlent. Essayer, tu vois, de piquer des idées ou de raisonner derrière ce qu'il faudrait, en fait, un nouveau. Et l'innovation, tu l'as dans le monde de l'entreprise, tu vois, dans la conception de produits. Mais je pense en réduc, en tant que physio, tu peux être innovant dans ta façon aussi de travailler qui évolue et qui est influencée par les trois autres piliers. Je te dirais ça. Merci à toi, Julien. Grand plaisir encore.